Bonjour les lecteurs et les lectrices et bonjour à tous et toutes. Donc dans ce premier résumé lecture, je vais venir vous parler de 3 livres. Donc un roman français contemporain d'une autrice, un polar d'un auteur français et le premier d'une trilogie. Et je vais venir aussi vous parler d'un roman contemporain d'une autrice espagnole. Allez, hop, générique! Donc le premier roman dont je vais vous parler, ce sont Les choses humaines de Karine Thuil. Donc ça parle d'une famille française, enfin d'une famille parisienne, de l'intelligentsia parisienne. Donc la famille Farel, alors ça parle principalement de cela, de la famille Farel, qui est donc une famille de l'intelligentsia parisienne composée de 3 personnes, du père, de la mère et du fils. Et le twist de l'histoire, c'est que lorsque leur fils a à peu près 21 ans, il va être accusé de viol par la fille du compagnon de sa mère. Donc voilà grosso modo l'histoire. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors d'abord sur la forme. Là, je dirais que le roman à peu près est divisé en 3 parties. Donc une première partie assez longue qui est consacrée à la famille Farel, aux différents protagonistes, c'est-à-dire le père, la mère et le fils. On fait leur connaissance. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit de leurs failles, et de certains dysfonctionnements de cette famille. La deuxième partie que je dirais, c'est la partie suite à la plainte qui a été déposée contre Alexandre et donc aux réactions en chaîne, aux réactions sur les réseaux sociaux, comme ça se passe aujourd'hui, puisque maintenant tout le monde donne son avis, même s'il n'a pas la connaissance ou toutes les connaissances de la situation. Et la troisième partie, c'est le procès. Et ensuite, donc bien sûr, une fin. Alors sur le fond, on fait donc connaissance avec cette famille où la présence du père est quand même omniprésente. C'est un homme avec une forte personnalité, un homme de pouvoir, un homme qui aime la réussite, qui est très ambitieux et même s'il a réussi aujourd'hui, il s'accroche à cette réussite, à ce pouvoir. C'est un homme qui trace son chemin, sans faire cas des gens qui l'entourent, de près ou de loin, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les relations professionnelles. Il fait peu cas des gens qui sont autour de lui, et même dans ses relations, en particulier ses relations aux femmes, on peut dire que c'est un personnage qui est un vrai mufle. Voilà. La mère est aussi une intellectuelle, c'est une essayiste avec de fortes convictions féministes. Et d'ailleurs, au moment où a lieu l'événement tragique qui est le principal de ce roman, elle vient d'écrire un article polémique. D'écrire un article polémique. Le fils, c'est quelqu'un qui, comme ça en apparence, comme le reste de la famille, on a l'impression que tout roule, que tout lui réussit, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il a une certaine fragilité. Et puis voilà, que les relations à son père sont assez complexes, enfin même à ses parents, mais en particulier par rapport à son père. Donc moi j'en reviens là à la forme. J'ai trouvé que cette première partie était trop longue, sachant que sur ma liseuse, le roman il ne faisait que 300 pages. Oui, j'ai trouvé cette première partie trop longue. Et ça m'a donné un peu comme l'impression, comme si ça avait été fait pour qu'Alexandre nous semble sympathique, ou en tous les cas qu'on lui trouve, je dirais presque des circonstances atténuantes. En tous les cas, c'est mon ressenti. La deuxième partie, elle est intéressante dans le sens où, voilà, on est dans le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux, le monde où tout le monde donne son avis, le monde où on réagit, mais même si on réagit, c'est souvent avec agressivité, avec haine, avec aucun recul, etc. Moi, à ce niveau-là, je trouve très dommage, en plus c'est ce que j'attendais de ce roman, beaucoup plus. Je trouve dommage que l'autrice, qu'elle n'ait pas approfondi, qu'elle n'ait pas creusé
la situation de la mère, qui est donc une femme, une mère, une féministe, et comment, quand on est dans cette situation-là en tant que mère, et féministe, comment on se positionne. Comment on réagit, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur de mère. Et ça, elle en a parlé un peu, mais pour moi, elle l'a effleuré. Pour moi, c'était l'intérêt de ce roman. Je trouve que c'est ça qui aurait été l'intérêt de ce roman. En tous les cas, c'est une question que moi, je me suis souvent posée en tant que mère, en tant que femme ayant des convictions féministes, ayant un fils. Et c'est vrai que je me suis posé la question de comment je me positionnerais si je me retrouvais dans cette situation. Et du coup, franchement, je trouve dommage que ce côté-là n'ait pas été beaucoup plus présent dans le roman. La troisième partie, c'est la partie du procès. Et bon, là aussi, je trouve que c'était quand même assez intéressant, dans le sens où en France, il n'y a pas beaucoup de romans de procès, en tous les cas pas à ma connaissance. Il n'y a pas non plus trop de films, on n'est pas comme aux États-Unis. Et donc on voit toutes les parties, on voit l'état du présumé coupable, on voit l'état de la jeune fille, on voit la réaction des parents. Autant vous dire que le père, c'est toujours un mufle à ce moment-là. On voit le travail des avocats, autant de la partie civile que de la partie de l'accusé, le travail de l'avocat général. Bon, honnêtement, tout ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Et puis on sent que l'autrice s'est documentée, elle a d'ailleurs assisté à plusieurs procès, etc. Alors, déjà quand même l'histoire, elle peut être dérangeante, mais alors la fin de ce roman, que moi j'ai senti un peu comme un verdict, on retrouve Alexandre, je ne sais plus, quelques mois après, ou peut-être un peu plus, là honnêtement je ne me rappelle plus, on le retrouve aux États-Unis. Il a monté une petite start-up et en fait, c'est une soirée et il se met en contact via une application pour avoir une relation sexuelle. Bon, voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi, cette fin, je l'ai ressentie en effet comme un verdict, comme une épée de Damoclès sur notre tête, au-dessus de la tête des jeunes gens, je dirais, quand même maintenant. Je l'ai trouvée très dérangeante. Je l'ai trouvée déjà très manichéenne. Je l'ai trouvée très dérangeante et en fait, je me suis même posé la question si moi j'avais bien compris la fin de ce roman. Donc je suis allée voir des interviews de l'autrice que j'ai trouvé quand même assez ambiguë dans son positionnement. Et j'ai une amie qui m'a envoyé même une coupure d'un article et où justement ils se questionnent par rapport à la fin et en fait ils la comprennent comme je l'ai comprise moi. Et là vraiment, je me suis sentie vraiment mal. Et vraiment, j'étais très en colère. Et d'ailleurs, j'ai passé plusieurs semaines en colère suite à la conclusion de ce roman. Donc voilà, pour moi un roman plus qu'en demi-teinte, même s'il y avait des côtés très intéressants, mais la fin m'a vraiment posé problème. Donc voilà mon résumé pour Les choses humaines de Karine Thuil. Alors, ma deuxième lecture, c'est donc un polar de Nicolas Beuglet, qui est donc le premier tome d'une trilogie, et donc ça s'appelle Le Cri. Alors, Le Cri, ça raconte quoi? C'est un polar classique, il y a donc une inspectrice, Sarah Geringen, j'espère que je le prononce bien, donc, qui est une inspectrice norvégienne, et l'histoire commence par un patient d'un hôpital psychiatrique qui est mort dans des conditions, en tous les cas on le retrouve mort dans sa chambre avec une expression d'horreur sur le visage. Donc la première impression c'est que c'est éventuellement un suicide, mais le décès ayant eu lieu dans la nuit, le gardien de l'hôpital psychiatrique appelle quand même, dans le doute, appelle la police. Et donc c'est cette inspectrice qui va être sur l'affaire. Et dès le début, elle va s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et donc elle va mener l'enquête. Donc ce patient en plus a une bizarrerie, sachant qu'il a une marque sur le front avec le chiffre 488.
Donc, grosso modo, c'est un polar classique avec une inspectrice qui, bien sûr, a ses failles, a ses troubles, a ses traumatismes, etc. Comme on retrouve souvent dans les polars. S'ils ne sont pas alcooliques, c'est autre chose. Bon, enfin bon, passons, moi je trouve ça maintenant un peu redondant, mais bon. Je crois que je suis plus faite pour les polars classiques. Je pense qu'il va falloir que je me trouve des polars qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Donc elle va partir, elle va mener son enquête, qui va la mener aller sur Paris, et elle va rencontrer un journaliste qui de près, de près et de loin est lié à cette affaire. Et donc ensuite ils vont mener l'enquête tous les deux. Bon, honnêtement, l'enquête, c'est sur fond de CIA, d'expérience de la vie après la mort, etc. Ça aurait pu être intéressant. Moi, j'ai trouvé franchement que c'était un peu tiré par les cheveux et puis que ça ne sortait pas de l'ordinaire. Voilà, la CIA, les expériences, la guerre froide. Bon, franchement, moi, personnellement, moi, je trouve qu'on en a un peu soupé. Je trouve que les auteurs, ils pourraient être un peu plus originaux. Et du coup, non, j'ai pas accroché à ce roman. Je l'ai trouvé banal. En plus, il y a eu il y a un début, une prémisse d'histoire d'amour entre l'inspectrice et le journaliste, alors que, bon, elle est quand même assez traumatisée, qu'elle vient, au début du roman, elle vient d'être abandonnée par son mari. Bon, ça, j'ai trouvé aussi que c'était... je trouvais que c'était lourd. Bon, voilà. Donc, autant vous dire que ça n'a pas été non plus une réussite, que je ne lirai pas ni le tome 2, ni le tome 3. Mais pour les gens qui aiment les polars, qui aiment les polars classiques, ça peut le faire. Voilà. Alors, le troisième roman, c'est donc La Bonne Chance de Rosa Montero. Et j'étais partie avec des a priori positifs parce qu'il y a quelques années, sur le conseil d'une copine, j'avais lu L'idée ridicule de ne jamais te revoir de cette autrice et j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé, c'était très original, même si le sujet était difficile, mais ça avait été vraiment traité d'une manière bien particulière et que j'avais beaucoup apprécié, quoi. Donc j'étais partie sur cette impression très positive. Là, on est en Espagne, à Madrid, on est dans un train et il y a un homme dans ce train qui, pendant tout le trajet, en tous les cas toute une partie du trajet, alors on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le train et qui le regarde, on ne sait pas trop, c'est un peu comme une voix off, et qui nous parle de ce qu'elle voit de cet homme. Donc cet homme est dans le train et reste fixé sur son ordinateur pendant des heures. Donc cet homme, en fait, on apprend après qu'il est censé aller à Malaga. Et puis en cours de route, il s'arrête à une station à une gare, et il attend le train suivant, il fait demi-tour jusqu'à la station précédente, et là il descend du train et il achète un appartement qu'il avait vu en vente, donc un appartement qui est devant la gare, et qu'il avait vu en vente en passant devant le train. Voilà. Et il va s'installer dans cet appartement donc c'est une ville qui est abandonnée, qui est moche, enfin voilà, qui est quasiment morte, quoi. Parce qu'une mine qu'il avait fait vivre il y a des années est fermée depuis longtemps, voilà. Et on ne sait pas qui est, au départ, on ne sait pas qui est cet homme, on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté là, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie. Alors bien sûr, vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure, on va apprendre des choses sur cet homme. On va faire connaissance avec ses voisins, donc il fait connaissance en particulier avec une jeune femme, Raluca, d'origine roumaine, mais qui est une enfant abandonnée, et qui est une personne qui, comme ils disent, peut-être un peu fêlée. Disons qu'elle a de grosses failles du fait de son histoire, de son abandon, mais qui est une femme lumineuse et qui voit toujours la vie, et sa vie, même sa vie, de manière positive. Donc voilà, va se créer une relation de voisinage au début et un peu plus après, entre ces deux personnages, qui sont un peu des abandonnés, enfin, surtout elle, une abandonnée de la vie, et un autre voisin qui est un vieux monsieur, bon voilà, mais ça c'est beaucoup plus bref, on va dire, on en apprend un petit peu moins. Voilà, plus la vie qui va mettre en place, là, les premiers jours, les premières semaines, mais on sent que cet homme a peur, mais on ne sait pas de quoi. Et il se sent surveillé, il se sent bon, voilà. Alors,
Bien sûr, au fur et à mesure de l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur lui, on va apprendre qui il est, et vers la fin, on apprend pourquoi il a peur et de qui il a peur. Alors, j'avoue que les 50 dernières pages, je les ai trouvées plus intéressantes, mais quand même, moi je me suis ennuyée. J'ai trouvé que c'est peut-être que ça ne m'a pas intéressé, l'histoire de cet homme, je ne sais pas trop. J'ai pas retrouvé déjà même la magie de l'écriture. J'ai retrouvé un peu du style de Rosa Montero dans les digressions qu'elle peut faire. Bon là, le sujet, c'est quand même la violence, et surtout la violence familiale, que ce soit la violence des parents ou que ce soit la violence de certains enfants. Mais non, je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai vraiment été déçue. Je crois que j'en attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le seul roman que j'avais lu de cet auteur. Et du coup, je suis restée à côté. Ben, je veux dire, je suis restée à côté du train, hein, là pour le coup. Hein. J'ai pas embarqué là. Et même si j'ai trouvé que la fin était pas mal dans le sens où elle est pas too much, elle est ni trop triste ni trop positive non plus, ce qui correspond quand même un petit peu au personnage principal. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si je retenterai l'auteur. Peut-être oui, pour pas finir sur une déception, sachant que... Donc, si vous vouliez découvrir cet auteur, je vous conseillerais, sauf si le sujet du livre vous est trop difficile, je vous conseillerais de lire L'idée ridicule de ne jamais te revoir. Donc voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.